Bonjour à tous les quatre et bienvenue. Alors, je vous présente. Pardon, j'aurais pu commencer déjà sur le sujet. On a dit qu'on allait parler. Il manque un micro, pardon. On va se pencher sur cette table ronde sur les investissements artistiques. Alors, vous avez peut-être dans votre salon une jolie toile héritée, c'est une façon de transmettre aussi. Mais peut-être que vous vous demandez si ce n'est pas un bon placement que de regarder du côté du marché de l'art. Et j'ai la chance d'accueillir 4 experts de ce sujet. À mes côtés, Agnès Etouarès, galériste, expert en art. Vous avez une galerie qui s'appelle la Galerie AB, 2 galeries AB d'ailleurs à Paris. Et vous êtes plutôt branché art moderne, fin 19e, 20e. Hein. N'hésitez pas à parler dans votre micro, même quand vous me dites bonjour. Merci Agnès. À vos côtés, Alexis de Bernède. Alexis, vous êtes associé gérant chez Gismondi et Darmo. Alors, j'ai essayé de synthétiser la définition. Un cabinet spécialisé dans le conseil en collection, en patrimoine artistique, notamment dans le cadre d'héritage. Vous conseillez des familles qui se retrouvent avec beaucoup de tableaux. Qu'est-ce qu'on doit en faire ? Absolument. Et on accompagne les héritages, mais aussi la création de collections à partir de rien. C'est aussi un endroit où on peut commencer. À vos côtés, Julien Flac. Bonjour Julien. Bonjour. Vous êtes directeur de la Galerie Flac, expert et auteur spécialisé en art ancien d'Afrique, d'Amérique du Nord et d'Océanie. J'ai tendance à dire primitif. Si je redis primitif, je m'en voudrais pas trop quand même. Non, je vous en veux pas. On peut parler d'art tribal, d'antiquité, effectivement, de tous les arts extra-européens. Même période qu'Agnès, je dirais, entre fin 19e et tout début 20e siècle. Oui, parce qu'on n'a pas tellement de choses qui datent du 15e siècle, qui sont bien conservées. Voilà, c'est ça. On a quelques objets millénaires, mais la plupart des objets qui sont arrivés jusqu'à nous ont effectivement 100-150 ans. À vos côtés, Laurent Issera, bonjour. Vous êtes responsable de l'art banking au sein de Société Générale Private Banking. Les micros sont allumés normalement. Vous avez créé en 2017 une offre qui propose l'accompagnement dans l'authentification, l'achat, le management de collection. J'en passe, on reviendra là-dessus. Vous faites appel à des experts extérieurs surtout, si j'ai bien compris. Oui, absolument. Merci pour votre invitation. Bonjour. Je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite. Alors, est-ce que l'art peut être un placement ? Et quand je dis placement, ça veut dire un bon placement en fait. Agnès, peut-être ? Alors oui, nous on est par exemple spécialisé dans l'investissement et le conseil donc en œuvres d'art. Et c'est une façon de... Pardon, c'est mieux si vous le mettez juste sur votre menton, c'est pour ça. Voilà. Alors c'est une façon de diversifier vos investissements. On a un recul sur... plusieurs dizaines, pour pas dire centaines d'années, qui nous permet de comprendre et d'avoir analysé le marché de l'art et savoir que c'est en effet pour les maîtres un peu plus importants, quand on investit dans les grands artistes, une possibilité de vraiment sécuriser son patrimoine. Nous sommes spécialisés par exemple dans les œuvres d'artistes comme Picasso et Miro, voilà, qui sont parmi les plus grands artistes du XXe siècle. Alors c'est sûr qu'investir dans une peinture de Picasso ou une peinture de Miro demande beaucoup de fonds. Hein. Le dernier record pour Picasso, c'était 176 millions pour les femmes d'Alger, par exemple, pour une peinture. Une broutille. Une broutille. Et pour Miro, 40... bon, la dernière, 22 millions hein, pour une peinture. Donc c'est sûr que ça c'est pas forcément évident hein, d'avoir ces fonds à investir. Donc nous conseillons, nous, l'investissement sur les œuvres sur papier, par exemple de ces très grands artistes. Alors vous pouvez acquérir par exemple un dessin de Picasso à partir de 30 000 euros. Un dessin avec une dédicace, souvent, dans ces prix-là. Dans la dédicace, ça permet aussi d'avoir une traçabilité, une intimité sur la vie de l'artiste, hein, sur ses relations, etc. Et pour Miro, il faut compter à peu près, pour un prime access, à 25 000 euros. Là, vous achetez des petits lingots d'or. Il y a une demande internationale. L'offre est finie. Voilà. Et l'œuvre
se raréfie. Donc, entre la demande et la rareté, voilà, ça crée le profit. Et en plus de ça, on se fait plaisir. Hein. Ce n'est pas une action accrochée au mur. Il faut savoir qu'on a quand même un très grand maître. Julien, votre réaction sur ce potentiel développement? Vous êtes sur un marché qui était très porteur ces dernières années aussi. Alors, ce qui est intéressant quand j'entends Agnès, c'est qu'on a des spécialités qu'on peut avoir, mais on fait exactement le même métier. Et alors, les valeurs ne sont pas toujours les mêmes. Je pense dans mon domaine, alors en art africain ou en art océanien, le record mondial doit être autour de 20 millions à peu près pour l'œuvre la plus chère. Mais on peut commencer avec des œuvres importantes, intéressantes, à quelques milliers d'euros. Je ne parle pas de millions, je parle bien de milliers d'euros. Et notre prédécesseur tout à l'heure sur scène qui parlait de crypto disait qu'il fallait entrer dans le marché avec patience. Moi, je dirais qu'il faut entrer dans notre marché avec passion. Évidemment, c'est un investissement. On voit les courbes du marché qui augmentent, que ce soit dans les spécialités dont je m'occupe, comme dans l'art, dans la photo, dans la bande dessinée. Mais je pense que le driver initial doit être l'envie de collectionner, l'envie de s'entourer d'œuvres importantes, quelle que soit la sensibilité du collectionneur. J'ai tendance à penser que je travaille vraiment dans une niche, et même au sein de la niche des arts extra-européens, je m'occupe en plus particulièrement d'art esquimaux, d'art amérindien notamment, qui sont vraiment une niche dans la niche. Mais ce monde-là, il est nourri par des lectures, des expos, de l'art qu'on voit au quotidien. Et je suis complètement d'accord, ce sont des investissements dont on profite au quotidien. Et voilà, il y a un retour sur investissement. La revente se passe plutôt très bien. Mais voilà, je pense que la clé d'entrée doit être l'envie avant tout. Laurent, vos clients en banque privée, ils regardent maintenant de plus en plus ces placements plaisir, parce qu'ils s'y connaissent, parce que ça les intéresse, parce qu'ils veulent juste une rentabilité diversifiée? Alors, en général, le principal motif, et j'irais même au-delà de en général, dans la quasi-totalité des cas, on a affaire à des personnes qui sont vraiment mues par la passion, l'envie de collectionner, une curiosité intellectuelle. Et je dirais que pour donner une vision un peu financière sur ce sujet et partager avec vous, notre point de départ, c'est que quand on parle d'œuvres d'art et d'acquisition d'œuvres d'art, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas un investissement comme les autres. Une œuvre d'art, ça ne génère pas de coupons d'intérêt, pas de dividendes, pas de loyer, comme le ferait un immobilier, un appartement, une maison. C'est pas forcément facile à revendre en termes de liquidité. Ça peut prendre des semaines, des mois, des années, lorsqu'il y a un sujet d'authentification ou un problème documentaire pour revendre un de ces actifs. Il y a des frais de transaction qui ne sont pas neutres du tout. On peut compter 20, 30, 40, 50% de frais de transaction pour entrer et sortir du marché de l'art. Il faut avoir ça en tête, c'est très important. Et puis, c'est difficile de lire une direction, dans le fond, du marché de l'art, à moyen ou à long terme. Cela étant dit, évidemment, le point de départ de l'acquisition, en général, c'est le plaisir. Je dirais que le vrai dividende d'une œuvre d'art, c'est la rencontre avec un objet, la joie qu'on en tire au plan de l'expérience esthétique, intellectuelle, le bonheur du collectionneur, de la collectionneuse, d'être entouré de beaux objets. Et ce qui est intéressant avec ce plaisir très particulier en termes de rendement, je dirais que quand on l'apprécie, c'est un rendement qui est infini en termes financiers. Parce qu'à chaque fois qu'on est face à cette œuvre, ce plaisir, il est renouvelé. Seulement, si on n'est pas intéressé par cette rencontre avec l'objet, je dirais qu'une partie de ce retour sur investissement, on ne l'obtient pas. Lorsque nous avons affaire à des personnes qui viennent nous voir pour investir dans l'art, on a tendance à revenir un petit peu en arrière en disant « Attendez, qu'est-ce que vous attendez véritablement de cet investissement ?» Si c'est un pur retour sur investissement de nature financière, on aura tendance à plutôt vous parler de private equity, de produits structurés et autres solutions de placement dont c'est vraiment la vocation. L'œuvre d'art, au départ, elle n'est pas créée pour faire un rendement financier, elle est là pour générer du plaisir. Et ça, c'est un bon point de départ pour une discussion. Alexis, justement, votre analyse entre ce plaisir et cet aspect financier, je trouve que dans vos clients, il y en a qui sont un peu qui vont de l'un à l'autre.
Bien sûr, il y a de tout. Souvent, comme Laurent, on a des clients qui arrivent avec une volonté d'investir et on découvre la passion pour l'art, son goût, son œil. Mais quelque chose que j'ajouterais, c'est que vous nous posiez la question de est-ce que c'est un bon placement? J'ajouterais peut-être la nuance d'un outil patrimonial. La force de l'art est qu'on vit dans un pays qui rayonne partout dans le monde par la culture, par l'art, et qui a un grand nombre d'avantages patrimoniaux, que ce soit sur l'imposition sur la plus-value. Au fur et à mesure qu'on détient une œuvre, l'imposition est réduite. On peut faire des donations. Il y a beaucoup d'encadrement pour le mécénat. À plus petit moyen, sans monter une fondation, on peut monter un fonds de dotation, que ce soit à titre privé ou d'une entreprise. À partir de 15 000 €, on peut commencer à faire du mécénat. Et je pense qu'une des choses que j'aimerais transmettre, c'est penser plus large à l'art comme un outil patrimonial, en plus de tous les aspects financiers et de placement. J'ai envie de faire un petit pas de côté. Une de mes consoeurs tout à l'heure demandait au banquier qui était sur scène, à titre perso, comment vous avez investi. Alors je vous dis, je vous la fais transposer pour notre sujet. À titre personnel, Agnès, est-ce que tu achètes? Est-ce que tu as acheté? Moi, je suis d'abord un collectionneur, parce que je trouve que le meilleur conseiller, c'est celui aussi qui a investi son argent. Parce que je dirais que c'est facile. C'est beaucoup plus facile de travailler avec l'argent des autres, mais quand vous vraiment prendre ses propres risques, moi, je sais que j'ai 3 enfants, c'est mon patrimoine. Donc j'ai une très grande exigence sur la qualité et la valeur de ce patrimoine. Tu achètes quoi? Alors moi j'achète les... j'ai une formation à la base à l'école du Louvre, ça a été le dessin ancien, donc ça a été... travailler sur l'œuvre sur papier, ça a d'abord il y a une sensibilité, il y a le geste créatif de l'artiste qui n'est pas, il n'y a pas de repentir, on ne peut pas tricher sur un dessin, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis le dessin, ça vous permet d'acquérir aussi les plus grands artistes. On peut avoir accès aux très très grands. Donc c'est vrai que ça devient un petit peu quand même la spécialité de la maison. Voilà. Alexis, vous arrivez à mettre un peu d'argent de côté pour acheter? Tout le temps, un peu trop. J'ai commencé par là en achetant avec mes économies de babysitting des lithographies. Donc vraiment, je collectionne depuis le tout début. Je pense que quand on collectionne, il faut suivre ce qu'on aime. Il y a des très bons placements à faire dans tous les types d'art. Et on a des très bons exemples de médiums très différents ici. Et d'experts, il faut suivre ce qu'on aime et s'orienter vers l'histoire. Et je pense que c'est quand on collectionne, quand on parle d'art, on parle d'histoire de l'art, c'est ce qui le différencie de la décoration, et la valeur historique rajoute une certaine valeur patrimoniale. Et je pense que c'est peut-être une erreur qu'on peut commettre quand on commence à collectionner, c'est de suivre juste ce qu'on aime, mais sans se renseigner, sans s'éduquer. Et donc voilà, donc dans la manière dont je collectionne. Et alors, on reviendra sur les autres erreurs. Absolument. Ça, mais j'ai envie tout de suite de vous demander, j'avais cru comprendre que parmi les erreurs, c'était de mettre beaucoup de son patrimoine dans ses achats d'art. C'est une erreur que vous pratiquez? Je pratique beaucoup, oui. C'est une erreur, mais pour beaucoup de raisons, c'est un gros avantage. On vit beaucoup plus heureux. Julien, je peux me permettre de vous demander un peu comment vous placez votre patrimoine et notamment cette part artistique? Alors, quand on est marchand, quand je vois tous mes confrères, on est tous des passionnés de notre domaine ou d'autres domaines. Et alors, la chance immense, c'est que, en tout cas moi, dans ma galerie, je ne présente que ce que j'aime, parce que j'ai le choix. Je vois passer énormément d'œuvres et j'ai ce bonheur immense de pouvoir sélectionner les objets avec lesquels j'ai envie de passer un temps. Alors, je suis un transmetteur, je suis possesseur jusqu'à la vente de l'objet. Ça, c'est pour la galerie.
Chez moi, pendant très longtemps, je me suis dit, je veux pas trop d'objets de ma spécialité parce qu'il y a un côté schizophrène à garder quelques objets, mais les montrer quand même à la galerie. Donc, je me suis mis à collectionner autre chose parce que c'est irrépressible. Et c'est vrai que j'achète pas mal de bandes dessinées, encore la semaine dernière, un peu trop. J'achète de la photo, enfin des médiums très très différents voilà, des domaines dans lesquels je suis spécialisé, mais avec le même feu intérieur, voilà, où effectivement j'aime aller acheter. Et c'est vrai que dans mon domaine privé de collection, alors en couple, parce qu'on achète à deux, mais je suis peut-être à peine moins raisonnable que dans mes achats professionnels. Voilà. Mais d'une façon générale, voilà, il faut toujours combiner, il faut rester raisonnable dans ce qu'on achète en termes de prix ou en termes de quantité. J'ai un peu l'impression d'avoir invité 3 drogués, de leur demander où ils en sont en termes d'overdose. Laurent, avec votre aspect banquier, donnez-nous un peu des règles peut-être. Je vais continuer dans le côté drogué, non? Ou non, pas du tout, non. Des règles. Avant de dire cela, je voudrais dire qu'il y a aussi une autre manière de collectionner, et je pense que par moments, ça nous anime aussi, c'est à travers un achat, quand on parle d'art contemporain, c'est entrer à la rencontre du monde de l'art contemporain, être dans ce que nous avons à la maison. J'appellerais pas ça une collection, parce que des collections et des collectionneurs, j'en rencontre beaucoup, qui compulsivement, peut-être comme vous, acquièrent. Ma collection de premières petites voitures électriques, elle a terminé à 3 exemplaires, et la même chose pour les timbres. Donc, j'ai pas ce besoin, si vous voulez, de collectionner. D'accumulation. De façon accumulative. En revanche, on a une sélection. Plutôt qu'un collectionneur, on est un couple de sélectionneurs. Et ce qui nous intéresse, effectivement, c'est, à travers ces achats, ce sont les rencontres avec des artistes contemporains, suivre leur carrière, continuer d'acquérir des œuvres de ces artistes, avoir un élément de fierté aussi d'avoir eu l'œil lorsque tel ou tel artiste est présenté au Centre Pompidou ou dans un autre lieu important. Et ça a énormément de valeur. On est dans le domaine un peu symbolique, mais c'est vraiment une aventure, l'aventure de l'art contemporain et ces circuits qui méritent, à mon sens aussi, d'être pleinement vécus. Très concrètement, si certains dans la salle, je suis sûre qu'il y a déjà des accumulateurs, des collectionneurs, mais pour aller un cran plus loin, où est-ce qu'on doit acheter? Comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Et je vais même aller jusqu'aux conseils. Quels sont vos conseils dans ces achats artistiques? Alors moi, je pars du principe qu'un artiste travaille tous les jours. Que ce soit un peintre, un musicien ou un écrivain, tous les matins, il va ou dans son atelier, ou il va travailler, mais il n'est pas tous les jours au summum de son génie, ne serait-ce que même en inspiration. Donc on a l'histoire de la page blanche, qu'on connaît bien pour les écrivains. Ben, pour les peintres, c'est pareil. Et je pense que notre travail à nous, c'est d'aller chercher ce moment merveilleux, extraordinaire, dans la vie de l'artiste, où il a été en connexion avec le génie, avec l'au-delà, avec quelque chose en tout cas qui n'est pas quantifiable, mais qui en fait une œuvre exceptionnelle. Donc, notre métier, c'est d'accompagner justement le futur collectionneur dans cette recherche. C'est une sorte de chasse au trésor, hein. Et donc je conseille en tout cas de s'adresser à des professionnels experts pour investir dans les œuvres d'art. On peut acheter en salle des ventes, alors on est tenté parce qu'on se dit « Ah, c'est moins cher », mais les œuvres d'art, ce n'est pas du mètre carré. Et c'est là où souvent on peut se tromper. Donc il vaut mieux faire appel à un professionnel, souvent attacher une chambre d'experts, c'est encore mieux, hein. On a l'expérience. Chaque œuvre est accompagnée, bien sûr, d'une traçabilité, d'un dossier, d'une expertise, d'une garantie, hein. On a une garantie trentenaire. Pour comparer un petit peu aux ventes publiques, c'est sur 5 ans. Donc c'est pas du tout les mêmes références, hein. Peut-être Julien en complément, je crois que vous êtes un peu moins anti-salle de vente, hein.
Moi, je suis anti rien du tout. Non, c'est vrai que je travaille, en fait. J'ai plusieurs casquettes, parce qu'effectivement, 95% de ma vie, c'est ma galerie. Mais je travaille aussi pour des salles de vente en tant qu'expert pour des ventes. Là, toute ma semaine, cette semaine-là, en dehors de ce panel, je prépare une vente la semaine prochaine à Drouot. Donc, c'est vrai que ce sont différentes cartes dans notre jeu. Et vous conseillez d'aller passer une tête à Drouot ? Moi, je conseille d'aller regarder partout. Et c'est comme ça que naît la curiosité aussi. L'avantage immense des salles de vente, c'est qu'il y a un volant d'œuvres absolument incroyable dans tous les domaines, tous les jours, alors que ce soit à Drouot ou ailleurs. C'est un musée à ciel ouvert qui se renouvelle tous les jours. Et ça, c'est une chance pour quelqu'un qui se pose des questions sur que regarder, que collectionner. Voilà, c'est intéressant. Ce que n'offre pas la salle de vente, et je suis entièrement d'accord là par contre, c'est que le conseil très personnalisé, il est forcément dans une relation one-to-one avec un marchand, un expert. Et ça se trouve effectivement, encore aujourd'hui, on a cette chance aussi en France. Il y a un tissu de galeries qui est formidable. Ce n'est plus le cas partout dans le monde, mais on a encore des quartiers entiers dédiés à différentes spécialités. Saint-Germain, Matignon, enfin il y en a plusieurs, le Marais. Et ce qui est important, c'est d'aller au contact des œuvres, et au contact des personnes qui sauront en parler. Il y a des foires aussi. Est-ce que c'est un bon sujet ? La semaine prochaine commence la FAB, je crois. Absolument. Est-ce qu'il faut aussi aller regarder ou ça, on a souvent l'image de ces foires comme étant tellement exceptionnelles qu'elles seraient hors de prix. Je sais pas, c'est un piège, hein, je reconnais. Non, moi j'ai découvert ma passion pour l'art dans une foire et je vous recommande à tous d'y aller. C'est une foire aux Pays-Bas qui s'appelle la TEFAF à Maastricht, qui est connue et reconnue comme étant la foire regroupant le plus large panel de spécialités. De l'art contemporain, l'art ancien, 18e, européen, l'art africain, américain. J'ai découvert l'art esquimau là-bas, que je ne connaissais pas du tout, aborigène australien. Il y a vraiment un immense panel. Et quand on a une foire qui rassemble les plus grands spécialistes dans tous ces domaines, on peut laisser notre œil se balader et réfléchir à qu'est-ce qui nous procure une émotion. Le rire, le dégoût, la joie, quelque chose qu'on aime. Et on peut ensuite se demander pourquoi est-ce que j'aime ça ou pas. Et on peut se dire que c'est ce qui se fait de mieux dans ce type d'art-là. Et je pense que c'est la grande force des foires. Et on peut dire ça aussi d'une maison comme Drouot, où les commissaires-priseurs viennent régulièrement. Et voilà. Donc comment acheter, juste pour répondre à la question d'avant, peut-être pour certains qui voudraient collectionner ou développer leur collection, il y a plusieurs points, et Laurent en a parlé déjà, mais on peut différencier l'aspect esthétique, décoratif pour chez soi, social de rencontre, avec des experts, des artistes, des musées, de transmission, mais pas simplement patrimonial, aussi un patrimoine intellectuel. Pour beaucoup de nos clients, c'est qu'est-ce que je veux transmettre comme valeur à mes enfants, que l'argent ne sert pas qu'à acheter des voitures, dépenser dans des restaurants qui coûtent une fortune, mais qu'est-ce qu'on peut faire qui a une valeur humaine pour soutenir le patrimoine culturel français ou à l'international, et ensuite le patrimoine financier. Vous pouvez essayer de placer le curseur dans chacune de ces catégories, et c'est là que vous saurez comment optimiser votre bonheur en étant collectionneur d'art. Un complément, Laurent, oui. Voilà, j'ajouterais peut-être que dans notre maison, chez Société Générale Private Banking, notre point de départ et notre conviction, c'est qu'il peut y avoir un énorme intérêt, une valeur ajoutée vraiment significative à être accompagné, et c'est ce que nous préconisons, par des sociétés de conseil en art indépendantes, dont on va sélectionner en fonction du profil de nos clients et clientes. Et ces sociétés de conseil indépendantes, elles sont indépendantes des maisons d'enchères, elles sont aussi indépendantes des marchands d'art. C'est très utile pour avoir une vision à la fois globale du marché, c'est-à-dire totalement internationale, être capable de sourcer des œuvres où qu'elles se situent dans le monde, quel que soit le compartiment également. Donc on parle d'œuvres qui seraient disponibles aux enchères, entre les mains de particuliers qui seraient potentiellement vendeurs ou de marchands d'art, évidemment. Ce qu'on aime aussi particulièrement avec ces sociétés, ces partenaires de la banque, c'est qu'elles mettent en place un processus d'acquisition qui est très discipliné,
On va commencer par définir une direction dans la mission, un budget, des artistes particuliers. Donc au départ, vous avez l'élan du cœur et l'intérêt, bien sûr, et la formation, l'éducation, elle vient évidemment en parallèle. Et puis d'une longue liste, d'un portfolio initial d'œuvres qui correspondent à cet objectif. On va au fur et à mesure centrer son intérêt sur quelques objets, enclencher un processus de due diligence qui va permettre ensuite de porter une appréciation sur le prix demandé par les vendeurs, et puis ensuite de négocier une transaction et ensuite de délivrer une transaction qui soit bien documentée, bien certifiée, et qui s'inscrit dans un processus qui peut être one-off, j'achète une œuvre d'un grand artiste dont j'ai toujours rêvé, ou bien un exercice qui s'inscrit vraiment dans une durée beaucoup plus longue, des années, on part parfois pour 5, 10, 15, 20 ans de collaboration. Est-ce qu'il y a une erreur à ne pas faire ? Laurent, je regarde, si voilà, dans ce process, on comprend bien l'organisation. Oui, mais je pense que la grande erreur, absolument, la grande erreur peut-être à ne pas faire, c'est de se focaliser sur cette idée d'investissement financier traditionnel dans l'art, mais en revanche, de constituer une collection en oubliant de la gérer de façon proactive, parce qu'il y a quand même un enjeu financier. L'enjeu financier, c'est de bien acheter des bons objets au bon prix. À la vente, c'est de maximiser un prix de cession. Une fois qu'on est propriétaire de ces objets, il faut en suivre la valeur, avoir un inventaire qu'on met à jour régulièrement, protéger les œuvres à travers des solutions d'assurance, réfléchir à la façon dont on détient, dont on transmet, peut-être démembrer juridiquement une œuvre d'art, ça c'est très astucieux bien sûr, pour transmettre à un coût intéressant à ses enfants ou à ses petits-enfants. Ces enjeux financiers à l'échelle du monde, et pour notre industrie, c'est tout à fait significatif. On parle quand même de 2 à 2,5 trilliards de dollars, 2000 à 2500 milliards de dollars détenus en œuvres d'art par les individus fortunés ou très fortunés de ce monde. Donc si vous voulez, sur cette masse financière, 80% dans les 20 années qui vont venir, qui sont devant nous, vont être soit vendus, soit donnés, transmises à la génération suivante. Là, pour nous, évidemment, vous comprenez, il y a un enjeu important, parce que pour nos clients et nos clientes, c'est capital. Quand je vous écoute, il y a un parallèle que j'ai envie de faire avec l'immobilier. J'ai l'impression que quand on a une maison, on est conscient qu'il va falloir changer la toiture, qu'il va y avoir des frais de notaire si on la vend, que voilà, tout ça. Et j'ai l'impression que beaucoup de collectionneurs oublient cet aspect gestion des biens sur le long terme. C'est ça qu'on doit penser. Absolument, absolument. Et puis cette collection pour juste basculer sur une image, c'est quelque chose qui vit. Et il ne faut pas avoir peur non plus, parfois, de vendre des objets pour faire vivre cette collection. Vendre pour acheter d'autres objets. J'avais ce collectionneur fantastique d'art contemporain chinois qui me disait, écoutez, Laurent, pour moi, la collection, c'est comme avoir un bonsaï et en avoir la charge. Parfois, pour rendre votre bonsaï plus fort et plus beau, il faut couper des branches. C'est la même chose. Pour une collection, parfois, il faut faire des choix et ne pas céder à la paresse et à l'inertie. Il faut être dynamique. Et ça, c'est vraiment ce que je retiendrai. Agnès, je te voyais réagir. Une erreur à ne pas faire. Alors, juste pour revenir sur la collection, en effet, c'est très important. Une collection, c'est vivant. Donc, ça évolue. On est de plus en plus exigeant. Et je pense que certaines œuvres n'ont pas forcément, à un moment peut-être, n'ont plus leur place dans une collection. Elles ne jouent plus le rôle de l'émotion ou qu'elles devraient jouer. Et c'est vrai que c'est intelligent de pouvoir s'en dessaisir pour pouvoir des fois retrouver des fonds pour faire évoluer sa collection dans quelque chose de qualitatif, en tout cas. Et simplement, je voulais savoir, on a un très très beau salon quand même qui s'appelle FAB, en effet, qui est la Biennale Fine Art, qui commence mercredi prochain, où vous avez de l'Antiquité à nos jours, les plus grands, je trouve que c'est les meilleurs marchands du monde, qui, avec Maastricht, on a la chance d'avoir ce salon à Paris. Rendez-vous, pas ce week-end prochain, en gros. Oui, week-end ou à partir de mercredi prochain, en tout cas. Si vous êtes libre dans la journée. Ouais. Une erreur à ne pas faire, peut-être, Alexis. Oui, une erreur à ne pas faire serait d'acheter une œuvre d'art qui ne vous intéresse pas ou qui ne vous plaît pas esthétiquement sous prétexte que c'est un bon investissement.
Et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans des néo-collectionneurs, c'est j'ai acheté ça, ça va monter, ça. Mais souvent, il n'y a aucun intérêt pour ou peu d'intérêt. Et je parle d'intérêt plus que de quelque chose qui plaît parce qu'on peut collectionner des choses qu'on ne verrait pas forcément dans notre salon. S'il y a un intérêt intellectuel, historique, ça mérite d'être collectionné aussi. Mais trouvez votre goût et développez votre œil. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner et c'est comme ça que vous vivrez mieux votre collection. Julien? Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de plaisir et de passion, mais c'est juste un pan. Pour moi, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne s'appuyer que sur ces dimensions-là. Tout à l'heure, Laurent parlait de due diligence. En fait, il y a énormément de rationnel aussi dans la constitution d'une collection. Les diligences qu'il faut mettre en place, c'est, et Agnès en a parlé aussi, s'assurer de l'historique, de l'authenticité, de l'ensemble des certificats de ces œuvres-là. Étudier aussi les valeurs. Même si c'est de l'art, c'est pas immatériel. Il y a des courbes, il y a des cotes, il y a énormément de sites de bases de données. Donc, on peut comprendre, connaître, à force de certaines recherches, le prix réel d'une œuvre. Et ça doit absolument rentrer en ligne de compte quand on fait une décision d'achat, où que ce soit, hein, dans une foire, dans une galerie, dans une maison de vente. Voilà. On a les outils pour bien comprendre la valeur d'une œuvre et ne pas se laisser émerveiller uniquement par la beauté de l'œuvre, savoir raison garder. Je reviens sur ce prix de vente et en fait, tout à l'heure, j'ai un peu tiqué quand Laurent disait que sur une œuvre d'art, on prend 30% à l'achat, 30% à la revente. Ça casse quand même par rapport à une estimation qu'on a. Si on se dit qu'on s'est pris forcément des prêts... Alors, que ce soit en salle des ventes ou en galerie, il y a évidemment une commission, mais la peine, on l'a 2 fois et elle paraît beaucoup plus forte que sur d'autres marchés. Pardon, excusez-moi. C'est pris en compte dans le montant de l'enchère qu'on met. On réfléchit à quelle est la valeur de l'œuvre et on prend en compte ces frais. C'est ce qu'on remarque souvent aux enchères, c'est que souvent on voit les prix hors frais et les personnes qui achètent ont pris ces frais en compte. Il y a différents canaux d'achat et de vente, que ce soit de particulier à particulier. En galerie, quelque chose de très intéressant, c'est d'avoir tout le travail de recherche qu'a pu faire une galerie, d'acheter une pièce exceptionnelle. Aux enchères, c'est pas que des pièces exceptionnelles qui passent, mais on peut acheter des pièces exceptionnelles aux enchères aussi. Et bien que les frais soient assez importants en maison de vente, c'est pas à négliger. Alors, en revenant à la comparaison avec l'immobilier, bien sûr, il y a un petit peu de frais parce que tout travail est rémunéré, mais on n'a pas la toiture à refaire. Hein. On n'a pas les réunions de copro. Voilà. Et il faut savoir aussi qu'une œuvre d'art, ça se négocie. Un bon conseiller va négocier l'œuvre d'art pour vous réussir à vous trouver une œuvre d'art dans les meilleures conditions possibles, qualité, historique, authenticité et prix. Tout ça, ça se travaille. On arrive au terme de notre table ronde. J'ai envie de vous demander s'il n'y a qu'une seule chose qu'on doit retenir. C'est quoi votre message fort, Agnès? Qu'il faut que d'abord, c'est une œuvre d'art, c'est culturel. Il faut s'y intéresser. Ça part déjà d'une passion ou au moins une envie de passion. Qu'on peut se faire accompagner pour rentrer dans ce monde qui paraît des fois un petit peu occulte. Il faut se faire accompagner et ça nous permet de découvrir des champs extraordinaires. Hein. Donc il y a l'aspect financier, d'investissement, mais en même temps ne pas oublier que c'est bien sûr cet aspect émotionnel et de transmission qui est indispensable. Alexis, qu'est-ce qu'on doit garder? Utilisez tout ce que la collection d'art a à vous offrir. Et c'est le placement, mais c'est aussi tout ce qui vient avec. Et c'est extrêmement important et c'est ce qui rend la collection d'art
une chose assez exceptionnelle. Et toutes les personnes autour de cette table ronde sont collectionneurs aussi. Et donc, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là. Je crois que vous m'englobez, je ne veux pas du tout être impliqué là-dedans. Julien? Non, mais je dirais, ouvrez les yeux, poussez la porte. En fait, l'art est parfaitement à portée de main. Voilà, ça nécessite un premier pas, mais ensuite, se mettre, pas forcément à collectionner, mais déjà à s'intéresser à l'art est très accessible. Laurent, il sera le mot de la fin. Alors, je terminerai par d'abord le fait d'être conseillé par des personnes en qui on puisse réellement avoir confiance. Donc, voilà, être à l'aise, serein de ce point de vue. Et puis ensuite, prendre le temps de regarder, de rechercher, de comprendre. Ne peut-être pas céder à la tentation de ce qu'un collectionneur me disait récemment, donc un autre collectionneur, c'est d'acheter quelque chose qui ressemble à quelque chose qu'on aime. C'est-à-dire ne pas avoir vraiment vu ce que signifie cette œuvre, c'est-à-dire aller un peu vite par un jeu de comparaison. Oui, ça me tape dans l'œil, mais en fait, en creusant, je pourrais comprendre que cet objet n'est pas exactement ce que je pensais, et prendre le temps simplement de cette appropriation, de cette familiarisation, c'est magnifique. Hein. L'aventure est évidemment extraordinaire. Se méfier du coup de foudre. Se méfier du coup de foudre. Vérifier un peu en détail. Comme en amour. Approfondir. Merci beaucoup à tous les quatre. Et donc rendez-vous à la FAB, c'est ça qu'on... Ouais. Et Maurice ? Merci beaucoup. On sera présent.